se croirait à la télé. 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée sur le thème des femmes et de la mer, organisée par la Mutualité française Bretagne, avec le réseau Mutel. Donc, on est très heureuse avec Fabienne de vous accueillir ce soir à Brest. On va accueillir nos 3 invités dans quelques minutes. La soirée va être filmée et retransmise en direct à Saint-Brieuc et Rennes. Et on a également quelques participants qui vont suivre les échanges à distance. Donc, bonsoir à tous et à toutes. 2 mots peut-être sur le réseau Mutel avant de démarrer, juste pour vous dire que le réseau Mutel, c'est le réseau des femmes en mutualité qui a été créé il y a un peu plus de 5 ans maintenant, partant du constat que les femmes en mutualité étaient peu nombreuses, notamment dans les instances de gouvernance, et donc avec l'objectif de faire évoluer la mixité, la parité au sein de nos instances, en mutualité et même au-delà, en étant exemplaires. Donc, à travers ce réseau Mutel, la Mutualité française Bretagne essaie d'organiser de temps en temps des rencontres pour permettre aux femmes en mutualité de se réunir, de faire du lien, de se rencontrer. Les femmes aussi bien militantes que salariées, et les hommes restent bienvenus aussi. Et puis, à travers ces rencontres, on essaie aussi de faire intervenir des femmes qui ont des parcours remarquables, dont ensuite, nous, on peut s'inspirer dans nos parcours respectifs en mutualité. Donc, on va accueillir bientôt nos 3 invités, mais avant cela, je vais donner la parole à Fabienne Collat, présidente de la Mutualité française Bretagne, pour introduire cette rencontre. Merci Marie, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis également ravie d'introduire ce Mutel. Alors Marie a dit à Brest, on dit à Brest même. Ah oui, quand on est brestois, c'est ainsi qu'on s'exprime. Je fais également un coucou à ceux qui n'ont pas osé venir jusqu'à Brest. Donc je leur mets moins de points, mais je leur fais quand même un petit coucou à distance. Nous ne faisons pas assez finalement de rencontres où on met en avant des femmes inspirantes. Il faut qu'on continue à avancer sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Alors, en mutualité, on y est très attaché, mais on n'est pas forcément un très bon élève. Ce qui fait qu'à notre dernier AG, la mardi dernier à Marseille, on a décidé de modifier nos statuts pour atteindre la parité c'est pas en 2023 ni en 2024, mais en 2027. Et entre-temps, il y a des paliers où on doit atteindre 40% d'hommes, 40% de femmes en 2023-2024, et puis 45% de femmes, 45% d'hommes en 2025-2026. Donc, on y croit. Alors, merci à Julia, à Claire, à Scarlett d'être parmi nous ce soir dans une rentrée bien chargée. Alors, en guise d'intro, moi, j'aime bien jouer, donc je vais vous proposer un petit jeu de ma composition. Si vous répondez bien, vous aurez peut-être la chance soit de gagner une balade en mer avec Julia. Je pense que Julia n'est pas tout à fait informée, mais ce n'est pas grave. Voilà. Vous pourrez autrement gagner un bocal de verre marin offert par Claire, ou bien une tartine de tartare d'algues confectionnée par Scarlett. Vous vous en doutez bien. Alors, mon petit jeu. Pouvez-vous citer le titre d'un roman culte d'un écrivain américain? Mémorisé, première question. Deuxième question. Un poème commençant par des vers qui sont devenus très célèbres. On retrouve ces vers-là sur des cahiers, des posters, des t-shirts. Et enfin, un refrain d'une chanson française également très connue. Alors, il y a un point commun entre le roman, le poème et le refrain. Ils évoquent tous les 3 les hommes et la mer. Allez-y, j'écoute un petit peu vos réponses. Le roman, peut-être, roman culte d'un écrivain américain. Alors, à distance, je ne sais pas si ça réagit sur le chat, mais... Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ernest Hemingway. Donc, la première réponse, c'est effectivement ça, Le vieil homme et la mer. Voilà, un classique de la littérature d'Ernest Hemingway. Le poème, c'était un peu plus compliqué. C'est un poème de Charles Baudelaire qui s'intitule L'homme et la mer. Et la première strophe très connue, c'est Homme libre, toujours tu chériras la mer. Voilà, je vois qu'il y a des littéraires dans la salle. Et la troisième réponse, je pense que c'est une chanson connue, chanson de Renaud.
Dès que le vent soufflera avec le refrain, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Bon, alors ce petit jeu-là, c'était pour vous montrer que spontanément, on va plutôt citer des hommes pour évoquer la mer. Et puis, ça nous rappelle qu'il y a quand même un lien très, très puissant entre les hommes et la mer. Et donc, tant pis, parce que j'ai un petit parti pris, c'était de plutôt vous citer des hommes, parce que j'aurais bien voulu mettre en avant la première femme océanographe, qui est également photographe, qui est née en 1899 et décédée en 1997. Alors, ça ne dit pas si elle mangeait des algues comme Scarlett, mais en tout cas, elle a vécu très longtemps. Et donc, elle est décédée à Douarnenez. Il s'agit d'Anita Conti. Mais alors ça n'allait pas dans ma petite logique, mais je la cite quand même. Voilà. Alors, j'ai pris 3 exemples liés au monde de la culture, mais j'aurais pu aussi construire mon propos à partir de l'histoire locale. J'aurais pu faire référence à une organisation sociale très connue et qui a lieu tout près d'ici, qui a longtemps prévalu. Elle concerne la presqu'île de Plougastel, je pense que les gens du coin doivent connaître, où les hommes étaient traditionnellement tournés vers la mer et les femmes tournées vers la terre, au point où on a parlé de matriarcat, au sens où, pendant très longtemps, la terre se transmettait de femme en femme. Donc là encore, on n'associe pas forcément les femmes et la mer. Alors, mes exemples datent un peu. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, la mer est toujours un monde d'hommes ? On a envie de dire non à la mutualité. Nous, en mutualité, on défend une société du progrès social, donc on a tendance à être optimiste. Voilà, et donc ce soir, on a envie de montrer que le monde de la mer évolue, mais juste avant que ça démarre, j'ai un peu échangé avec les 3 intervenantes qui m'ont dit que ça évoluait un tout petit peu. Donc, je pense qu'on est peut-être un petit peu optimiste à la mutualité. Mais bon, nous, on a envie de croire que les femmes peuvent y avoir une place, et une très belle place, une place de taille, et qu'il y a sans doute des obstacles à surmonter, mais que ça vaut le coup. Donc ça, nos invités nous diront si oui ou non ça vaut le coup, pour nous raconter leur parcours, nous exposer leur point de vue. Donc en tout cas, déjà, je leur dis bravo à toutes les 3, parce qu'elles nous inspirent déjà, avant même qu'elles aient démarré. Et pour finir, je vais faire une petite pub, c'est la petite page de pub. On est entre nous, mais je reste dans le sujet, je vous rassure. À l'issue de cette table ronde, j'aurai le plaisir d'offrir une très jolie BD à nos 3 intervenantes. Une BD d'une femme, bien sûr, je ne serais pas permise autrement, une femme très talentueuse, mais il s'agit de Catherine Meurice. Et le titre de cette BD, c'est « La jeune femme et la mer ». Ainsi, la boucle est bouclée. Bonne soirée à toutes et à tous, et très bonne soirée. Alors, nous allons donc rencontrer ce soir 3 femmes qui ont réussi à se faire une place dans le monde de la mer, un monde qui est pourtant encore très masculin. Donc, bienvenue à Julia Courtois, à ma gauche. Donc, Julia, grande sportive qui s'est notamment fait remarquer parce qu'elle est venue à bout de la Transat Jacques Vabre avec sa sœur jumelle en 2021. Claire Papot, à ses côtés, qui est donc chercheuse, on peut dire ça, au sein du Blue Observer. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Et Scarlett Lecor, que certains connaissent peut-être, qui est une femme marin-pêcheur notamment, mais aussi devenue une grande spécialiste des algues. Écoutez, avant de commencer, je vous propose de regarder une petite vidéo sur le périple de Julia l'année dernière. Ça va nous permettre d'avoir un petit aperçu de ce qu'elle a fait, et ensuite on pourra l'interroger. Salut, bienvenue à bord de Saint-Jacques Piscotine de Veille. Je m'appelle Jeanne Courtois, je m'appelle Julia Courtois, j'ai 30 ans. Je viens de terminer la Transat Jacques Vabre en 25 jours. Et on a lancé ce projet à peu près au mois de mai. Et c'est notre 2e Cap Finistère cette année. C'est un truc de ouf, on a traversé la Manche. C'est court, intense, mais plutôt bien mené en parallèle de nos
fait qu'on n'a pas pour autant arrêté. Ça a été pas mal de sacrifices sur nos vies privées et je pense que le jeu en valait la chandelle parce que ça a vraiment été une aventure de dingue qu'on a réussi à partager avec pas mal de monde. Forcément, le départ, ça a été un grand moment d'émotion, de quitter tout le monde. Tout le monde était arrêté et nous, on n'en a pas fait exception. C'était une risée par-ci, par-là. On a alterné des périodes où le vent revenait, notre morale remontait et on butait sur des dorsales et au final, notre morale redescendait avec la vitesse du bateau. Il n'y a pas beaucoup de vent. Toute la première partie de la Manche où on a réussi à faire des jolies choses. Et après, on est resté un peu empétolé une fois qu'on a passé le Ratsin et là, c'est plus compliqué. Et là, on bosse. Donc, dans la même nuit, on était en panne de météo, enfin, on était en panne de télécommunication et on a perdu 2 speeds. C'était un peu la nuit de l'enfer. Bah, moi, j'avais vraiment ce sentiment d'injustice et je pense que c'est le pire sentiment qu'on puisse avoir, même s'il ne fait pas avancer. Je pense que j'avais du mal à aller contre et voilà, notre SPI est de nouveau en place. On a fait un beau travail. Et du coup, il fallait aussi gérer des situations météo pas faciles. On a eu jusqu'à 45 nœuds. Si tu as le sentiment que tout s'acharne contre toi, que tout est mal aligné, bah, il faut quand même y aller et faire du mieux que tu peux avec ça. Et on s'apprête à passer notre avant-dernière nuit en mer. Et là, je pense que c'était un grand soulagement de voir le rocher du diamant qu'on voyait sur la carte depuis à peu près 5 jours. Et de se dire qu'on y était, on est arrivé au lever de soleil, il y avait des petits pêcheurs qui nous accompagnaient. Et on voit de mieux en mieux, mais c'est carrément indescriptible de sentir des odeurs. On n'avait pas du tout d'odeur comme ça. On arrive! Et c'est trop bien là, on arrive et surtout on voit que tout le monde est venu pour nous accueillir. Je pense que c'est un soulagement et génial d'arriver et de partager ça avec eux. Il faut savoir vraiment s'accrocher, même si j'avais l'impression de savoir le faire. Là, j'ai pris une bonne leçon. C'est un truc de ouf, on a traversé Le coq de la biscuiterie Saint-James vient de couper la ligne d'arrivée. Jamais autant appris sur moi-même ou même techniquement que pendant ces 25 jours. En équivalent, j'ai l'impression d'avoir passé 3 ans à apprendre des trucs, quoi, et ça, c'est vraiment un condensé de vie. Alors Julia, bonsoir, on va commencer par vous. Bonsoir. Donc vous êtes bretonne, grande sportive, donc on a vu la course au large, mais pas que. Vous faites de l'Ironman, de l'ultra-trail, de l'escalade notamment. Vous êtes également militante puisque vous êtes engagée dans une association pour défendre l'accès à la course au large pour les jeunes femmes. Vous êtes pharmacienne par ailleurs. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne. Comment est-ce que vous vous présentez ? Recording in progress. Sûrement. D'accord. C'est ce qui occupe le plus clair de votre temps, D'accord. Vous êtes donc on l'a vu, vous êtes fait remarquer ces dernières années par vos performances, notamment dans la course au large. Donc vous avez été lauréate de l'opération Cap pour elle en 2021. C'est ça, et c'est ce qui vous a notamment amené à faire la Transat Jacques Vabre avec votre sœur jumelle. Vous l'avez faite en 26 jours, c'est ça ? Oui, 25 jours. 25 jours. Bon, ça reste un exploit très impressionnant pour de si jeunes femmes, puisque vous avez 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler alors de cet exploit ? On a vu un petit aperçu à travers la vidéo. Mais... Donc du coup, on a eu la chance de pouvoir participer à la Transat Jacques Vabre un peu par hasard en devenant lauréate d'un programme qui s'appelle Cap pour elle, qui permet à des jeunes femmes de faire leur première transat en course. Donc du coup, c'est vraiment ça qui nous a poussé
poussé à lancer le projet. Depuis, donc on avait toujours quand même fait de la voile depuis qu'on était petite, mais c'est vraiment ce qui nous a poussé à oser, on peut dire. Et depuis, j'évolue pas mal dans le milieu de la course au large. Donc, on a fait la transat sur un bateau qui fait 12 mètres, 40 pieds du coup. Et voilà, j'ai parti du Havre pour arriver en Martinique. Et ça a effectivement duré 25 jours. Alors, s'il y a des dispositifs qui sont créés pour aider les femmes à accéder aux grandes courses au large, on suppose que c'est parce qu'aujourd'hui, ça reste difficile pour elles. Effectivement, en fait, je pense que le milieu est encore assez peu ouvert aux femmes, bien que, par exemple, en IMOCA, sur le dernier Vendée Globe, il y ait une participation record de femmes. Dans les autres séries, notamment les séries d'accès, le classe 40, là, donc le bateau qu'on fait, c'est une des classes qui prépare vraiment à l'IMOCA. C'est un bateau un tout petit peu plus petit. Et en fait, cette année, il y a par exemple pour la saison que une ou deux femmes engagées, porteuses de projets en tous les cas. On reste vraiment minoritaire. Comment on explique ce phénomène? Pourquoi il y a si peu de femmes alors dans la course au large? Je pense que c'est multifactoriel, mais un des problèmes rencontrés, c'est le problème de formation. Du coup, les femmes, elles ont tendance à être moins embarquées dans des projets d'envergure. Donc, du coup, forcément, comme on a moins l'occasion de naviguer, on a tendance à acquérir moins de compétences. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux. Moins il y a de formation, au final, moins il y a de possibilités. Et heureusement, là, ça commence un peu à changer, notamment avec des programmes comme Cap pour elles, le programme CMB Région Bretagne pour les femmes en Figaro. Et récemment, un peu quelque chose qui va, j'espère, faire changer les choses, la Transat en double en Figaro qui va se courir en double mixte. D'accord. Et alors, vous dites que donc, finalement, aujourd'hui, les femmes sont peu embarquées dans des courses d'envergure, c'est ça? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'emmener une femme, d'embarquer une femme? Je pense que le problème n'est pas du tout technique. Les bateaux, on sait les adapter. Par contre, c'est quelque peu culturel, donc des soucis de formation. Et également, je pense que c'est un peu plus difficile pour les femmes de vendre leurs projets à des entreprises. Et ça, c'est principalement culturel aussi, je pense. Et du coup, il faut trouver des entreprises qui fassent confiance à des femmes pour qu'elles puissent se lancer. Donc, les hommes embarquent des hommes, quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent le cas. Bon, vous avez pu prouver, vous avez trouvé un homme pour vous former, vous? Comment vous avez fait? Non, mais dans notre parcours, je pense qu'on côtoie pas mal d'hommes et au final, oui, on a été forcément formés par des hommes, mais les choses changent et des femmes embarquent des femmes. Moi, je veux monter un projet qui permette la formation de filles à la course au large. D'accord. Donc, vous, en tout cas, vous allez essayer de faire bouger les lignes. Plus globalement, est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent? Alors, il y a des projets qui sont géniaux, comme par exemple en classe 40, le projet d'Amélie qui est sponsorisé par la boulangère bio, qui, par exemple, attache de l'importance à embarquer uniquement des femmes. Et forcément, le fait d'embarquer des femmes, ça permet l'accès aux courses et donc, du coup, l'information et le fait qu'elles puissent à leur tour monter des projets. C'est plus difficile pour une femme de trouver un sponsor aussi que pour un homme? Je ne sais pas si on peut dire que c'est réellement plus difficile. En tous les cas, non, pour vous, ça ne l'a pas été en tout cas. Je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'est plus difficile, mais c'est aussi difficile en tous les cas. D'accord. Bon, alors, ça reste quand même très impressionnant, cette course que vous avez menée. Là, on en a vu un aperçu avec la vidéo. Est-ce que vous avez noté certains obstacles en particulier à surmonter et quelles ont été vos forces à vous pour y arriver? Je pense que la difficulté, c'était surtout le temps.
on a monté le projet en un laps de temps très court et le fait qu'on n'ait pas arrêté de travailler en parallèle. Je pense que là, c'est le principal obstacle, c'est le temps consacré au projet. Et en fait, c'était très bien pour un premier projet, mais en fait, c'est vraiment difficile de mener les deux choses de front. Ça, c'était un gros obstacle. Les forces pour nous permettre de surmonter ça, je pense que c'était d'être plutôt obstiné et d'y avoir cru jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un moment fort qui vous a marqué pendant ces 25 jours? Je ne sais pas s'il y a un moment fort, il y a forcément beaucoup de moments forts, surtout en mer. Je pense que c'est une succession de moments forts, autant dans le positif que dans le négatif. Forcément, on peut penser à des super nuits où il y a des étoiles, où le bateau avance un peu tout seul, où c'est facile, et des moments au contraire où c'est super, super dur. Et je pense que c'est l'alternance des moments qui font la magie de ce sport. Vous mentionnez un spi, c'est ça, dans la vidéo qui a cassé? Vous pouvez Oui. nous expliquer ce que c'est? Donc, du coup, c'est des grandes voiles qu'on peut mettre aux allures portantes quand le vent vient de derrière. Et en fait, ces voiles sont très importantes dans une transat parce que 80% du temps, on doit les utiliser. Et là, on a été assez rapidement confrontés au fait qu'on a des voiles qui se sont déchirées. Et voilà, il a fallu composer avec ça et les réparer. Vous y êtes arrivé? Oui, presque, jusqu'à la fin. Plus globalement, est-ce que vous avez, eu l'impression de connaître des difficultés pour évoluer dans ce monde de la voile? Je ne sais pas vraiment si on peut parler de difficultés. En fait, on a toujours été quand même, je parle pour mon expérience et les filles avec qui j'ai évolué, on est plutôt globalement assez bien accueillis. Par contre, on peut se rendre compte que les moyens alloués pour les femmes et les hommes ne sont pas toujours égaux. Et par exemple, au début des programmes d'aide en course au large, les femmes étaient confrontées aux hommes dans les sélections, ce qui fait en fait, sur des critères plus ou moins arbitraires, ce qui fait qu'en fait, c'était quasiment jamais les femmes qui remportaient les sélections, d'où en fait une difficulté d'accès. Là, ça change un petit peu, ça progresse doucement et c'est positif. Du coup, je pense que les femmes ont globalement moins d'opportunités. Mais voilà. Et après, pourtant, il n'y a pas vraiment. Pour autant, il n'y a pas vraiment non plus de machisme. Voilà. D'accord. Par contre, je pense qu'un homme est considéré d'emblée comme compétent alors qu'une femme doit faire ses preuves. Comment vous l'expliquez ça alors? Je n'ai pas d'explication. C'est l'héritage. C'est ça. Est-ce que le fait, vous quand même, vous êtes on peut dire une sportive hors norme. Tout le monde n'est pas capable de faire un Ironman, déjà chez les hommes, mais alors chez les femmes encore moins, je pense. Est-ce que vous pensez que ça vous a facilité la tâche pour vous faire une place dans le monde de la course au large? En fait, moi, je ne me considère pas du tout comme... Je considère pas du tout que j'ai un parcours hors norme, mais je pense que c'est facilitant dans le fait qu'on est habitué à mener des préparations, à combiner des objectifs, à devoir gérer notre temps. Et en ça, c'était facilitant. Après, en fait, c'est une discipline de sportif de haut niveau. Au final, il y a beaucoup de transversalité entre les disciplines. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être eu certaines femmes mentors qui vous ont soutenu, encouragé dans votre parcours? Donc oui, il y a forcément des femmes hyper inspirantes. Je pense quand on était petite, il y avait Hélène MacArthur. Bon, maintenant, elle ne fait plus beaucoup de voile, mais je pense que c'est une des premières femmes qui a eu accès à vraiment des bateaux vraiment performants. Bon, il y en a eu d'autres avant, mais... Et d'autres femmes comme Sam Davis qui insufflent une manière différente de naviguer et qui montrent que c'est possible.
Alors, vous m'expliquiez que vous êtes par ailleurs militante dans une ou peut-être plusieurs associations pour défendre notamment la mixité et les droits des femmes. Donc, on suppose que c'est une cause qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, du coup, 50-50, c'est pour soutenir la mixité dans le sport et lutter contre les violences faites aux femmes. Ça paraît quelque chose d'important pour moi que les femmes aient autant de chances que les hommes. Après, voilà, moi, je veux monter un projet de courselage qui permette aux filles de naviguer et donc, du coup, d'embarquer plusieurs filles dans le projet et à terme de céder le projet à une fille avec un bateau. Donc, ce projet est bien engagé? On est à la recherche de partenaires actuellement pour mener à bien le projet et donc du coup, dont participer à la prochaine Transat Jacques Vabre en 2023. D'accord. Alors, on a vu dans la préparation que vous venez par ailleurs d'une famille composée de 3 sœurs, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que ça a été une force pour vous, pour avoir confiance en vous, vous lancer? Oui, forcément, notre grande sœur, elle nous aide pas mal. Elle fait de la voile à haut niveau, pas du tout de course au large, mais quand même de la voile à haut niveau. Et forcément, ça a été un peu une source d'inspiration et aussi, elle nous a quand même vraiment aidés sur des aspects techniques. Après, est-ce que c'est une force pour la confiance en soi? C'est quelque chose de très personnel et du coup, je crois que plutôt pas, mais c'est plutôt une aide en général. D'accord. Alors, vous nous avez dit aussi tout à l'heure que conjuguer vie personnelle, vie professionnelle, ce n'était pas évident, ça avait été une difficulté pour préparer cette Transat Jacques Vabre. Donc, vous êtes pharmacienne. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de cette organisation? Comment vous faites? Parce qu'on imagine bien que ça fait beaucoup à gérer en même temps. Alors, comment vous vous organisez pour réussir à tout faire? Eh ben, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai déjà la chance d'avoir des titulaires, du coup, des employeurs super arrangeants. Je travaille 3 jours et demi par semaine à temps plein et je les remplace, ce qui fait que j'ai beaucoup de vacances et surtout beaucoup de flexibilité dans mon emploi du temps. Mais en ce moment, c'est un peu soit je suis sur l'eau, soit je suis au travail. Voilà, il faut pouvoir s'organiser. Il ne reste plus beaucoup de temps pour le reste. Bah, quand on part en mer, c'est tout le temps plusieurs jours. Plusieurs jours à la suite. Et du coup, c'est assez compliqué dans la gestion de la fatigue. Mais... Et vous arrivez à vous projeter comme ça encore longtemps, ce rythme-là? Non, je pense qu'il va falloir soit faire complètement de la voile ou oui, ce ne sera pas possible de travailler à temps plein en tous les cas en continuant à naviguer comme ça. Est-ce que vous avez est-ce que vous pensez que des projets de famille, de maternité, par exemple, sont compatibles avec un emploi du temps comme le vôtre? Alors, il y a des femmes qui montrent que c'est possible. Par exemple, Sam Davis, justement, qui a un enfant et qui fait de la course au large. D'autres filles dans le monde de la voile qui ont des enfants. Et c'est une organisation, mais bon, c'est possible. Ça peut se faire. Oui. Il y en a qui l'ont prouvé. Il faut trouver le bon timing. Et une dernière question avant de passer à vos collègues. Est-ce que peut-être vous avez un ou des conseils à donner aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans la course au large? Je pense que le conseil principal, c'est d'oser. Parce que je pense que pas mal de femmes n'osent pas et ce qui font que les projets n'aboutissent pas forcément. Mais la première chose, c'est d'oser essayer. D'accord. Merci beaucoup, Julia, pour toutes ces précisions. Alors, on aura peut-être l'occasion après de prendre quelques questions. Mais maintenant, je vais m'adresser à Claire Papot, donc votre voisine de gauche, qui est donc responsable scientifique au sein du Blue Observer. Alors, là, je vais vous laisser nous expliquer de quoi il retourne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le Blue Observer? Et donc, responsable scientifique, ça consiste en quoi? Voilà, donc je suis responsable scientifique au sein de Blue Observer et je ne suis pas chercheuse, mais j'ai fait une thèse effectivement en biologie marine. Et maintenant, donc Blue Observer, en fait, c'est une jeune entreprise qui est née en 2021
Et à la base, en fait, c'est né de donc, Éric Deffer, qui est notre skipper et président, qui a eu en fait envie de donner une seconde vie à des bateaux de course et à un bateau de course qui est assez connu puisqu'il détient le record du tour du monde contre vents et courants. Donc en 2024, c'est un bateau qui a été conçu pour obtenir ce record du tour du monde par Jean-Luc Van den Ende. Et en fait, l'histoire qu'il a voulu créer en rencontrant donc, un biologiste marin, c'était de le transformer en plateforme océanographique mise à disposition des chercheurs océanographes. Donc, vraiment transformer ce navire. Le navire, il fait 26 mètres de long et 5 mètres de large, donc c'est un vraiment grand navire qu'on peut équiper pour la recherche. Et donc voilà, le mettre à disposition des scientifiques pour qu'ils puissent acquérir des nouvelles données ou des échantillons en fait, pour leur recherche et en fait, œuvrer pour une meilleure compréhension des écosystèmes marins et en fait, à terme, une meilleure préservation. Et donc moi, mon métier, c'est d'être responsable scientifique. Donc, je suis en contact avec les chercheurs. Maintenant, je ne suis plus du côté de la recherche, mais je suis en contact avec les chercheurs pour savoir en fait, quel protocole ils auraient besoin de mettre en place sur le bateau, faire en sorte que le bateau soit bien équipé en termes d'instruments océanographiques et qu'il y ait aussi en fait, un équipage adapté, des biologistes marins, par exemple, et faire aussi un peu de coordination, forcément, parce que le bateau, il part pendant 1 an d'expédition. Le but, c'est de bien coordonner les différents programmes scientifiques et que tout soit possible. Et ensuite, au sein de Blue Observer, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on co-construit des programmes scientifiques. C'est-à-dire que c'est bien en fait de fournir la plateforme en tant que telle, donc faire une sorte d'offre de service, mais une fois que les chercheurs ont soit les données, soit les échantillons, en fait, parfois, il manque de financement, d'argent pour s'occuper, faire de la recherche, s'occuper des échantillons. Donc, on co-construit en fait, des programmes scientifiques avec certains chercheurs et ensuite intégrer le privé pour pouvoir à la fois financer donc, nous, notre plateforme Blue Observer, mais aussi la recherche, donc c'est-à-dire des doctorants, des stages de M2 ou des techniciens pour s'occuper en fait, de la recherche une fois que les échantillons sont pris en charge au laboratoire. Donc voilà, ça c'est mon métier depuis 9 mois et après ma thèse. D'accord. Voilà. Bon, c'est un métier qu'on ne croise pas tous les jours. Est-ce que c'est difficile de trouver, d'être embauché sur ce type de dispositif ? Je mesure ma chance là-dessus. Hein. C'est vraiment un métier que je pense que pendant ma thèse, j'aurais même jamais imaginé pouvoir arriver à ce type de métier. Et c'est vraiment en fait en tout point ce que je recherchais. J'ai des responsabilités, je suis en contact avec des chercheurs. C'était un choix aussi de quitter la recherche. Donc, c'est quand même un monde qui est assez compétitif, assez particulier. Moi, une fois que j'ai fini ma thèse, je me suis dit que j'avais peut-être plus envie de partir dans le privé et peut-être plus à la base, en partie, tout ce qui est innovation, donc valoriser des molécules issues de micro-organismes marins ou d'organismes marins. Et j'ai rencontré donc Blue Observer dans cette quête, en fait, et je peux en fait faire un peu toutes ces missions au sein de Blue Observer et j'en suis ravie, je mesure ma chance et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de métiers comme ça, donc voilà, je suis chanceuse. Le monde des chercheurs ou scientifiques plus globalement, c'est un monde qui reste encore relativement masculin. Est-ce que vous confirmez ça ? Et si oui, est-ce que vous avez connu des difficultés, vous, pour vous faire votre place dans ce monde ? Alors forcément, on a un petit peu discuté avec Scarlett en amont, donc ça reste majoritairement masculin, mais beaucoup moins que votre métier dont vous parlerez ensuite. Dans la recherche française, je crois qu'il y a approximativement 30% des chercheurs qui sont des femmes, donc des chercheuses. Et ça dépend des domaines aussi. Donc ça, c'est assez intéressant à observer. C'est-à-dire qu'il y aura plus de femmes, par exemple, dans la santé, dans le soin ou en chimie. Donc déjà, on peut se demander pourquoi certaines femmes vont plutôt aller vers, je ne sais pas, les métiers de prendre soin des autres ou les écouter. Donc déjà, au niveau sociétal, on peut se poser des questions. Et ensuite, ça évolue aussi en fonction de la carrière, c'est-à-dire qu'en thèse, globalement, moi j'avais aussi cette impression, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même globalement paritaire, mais ça le devient de moins en moins après la thèse.
Donc, comme je le disais, c'est un milieu qui est quand même globalement très compétitif, c'est-à-dire qu'il faut publier beaucoup, il faut publier dans les meilleurs journaux, ce qui demande un temps, vraiment une abnégation totale. Et peut-être que dans la société, encore une fois, les femmes vont privilégier peut-être plus un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ce qui fait que, en fait, peut-être que les hommes vont aller un petit peu plus loin. Et ça peut expliquer pourquoi il y a au final ce rapport 70-30. Moi, à titre personnel, donc, j'ai arrêté après ma thèse. Donc, je n'ai pas ressenti de concurrence vraiment avec les hommes. C'était un milieu très enrichissant. C'était vraiment une super expérience. Pas toujours évidente parce que voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de travailler dans la recherche et de faire une thèse. Mais vraiment, au niveau de la parité, ce n'était pas si compliqué que ça. D'accord. Vous dites quand même que pouvoir publier des articles et faire sa thèse, ça demande beaucoup de temps. Donc, Oui. on suppose que si vous aviez eu un enfant, par exemple, au milieu, ça aurait certainement été beaucoup plus compliqué. Voilà, j'en ai pas eu. Non, mais en fait, donc j'ai eu des collègues qui ont fait ce choix-là. En général, la thèse était prolongée d'une année ou deux. Il y avait obligatoirement une petite pause liée à cet événement. Moi, c'est vrai que... Mais voilà, tout ça, c'est très personnel. J'étais à fond dans ma thèse. Je m'en rends compte maintenant, en fait, c'était la carrière avant tout, finir ma thèse. Et c'est vrai que cet équilibre vie pro, vie perso, finalement, je ne l'ai pas forcément trouvé. Et maintenant que j'ai enfin un CDI et que je travaille, que j'ai un métier qui me plaît, c'est vrai que je vois que j'y arrive plus facilement et que j'arrive à me projeter sur du long terme plus facilement. Donc oui, en ça, ça prend du temps et c'est dur de trouver un équilibre là-dessus. Mais vous y êtes arrivé. J'y arrive maintenant à 33 ans, 4 ans après la thèse, donc il y a quand même des restes. Ça a été long, un long parcours, mais je ne regrette pas ma thèse. C'était vraiment une super expérience. Mais oui, ça prend du temps. Et là, donc, vous avez devancé ma question, qui était la question de l'article que j'ai posé aussi à Julia, de l'articulation vie pro, vie perso. Aujourd'hui, si je comprends bien, vous avez le sentiment d'avoir trouvé un équilibre et vous pensez pouvoir vous projeter comme ça à moyen, long terme? Oui, c'est plus facile. Clairement, c'est plus facile. On verra, je verrai si j'y arrive. Mais ouais, d'accord. c'est pas gagné. Non, mais c'était pas évident en thèse et ça l'est de plus en plus. Donc voilà. Alors, la question suivante, j'aurais pu aussi la poser à Julia, mais je peux la poser à toutes les trois. Est-ce que vous arrivez à bien vivre toutes les trois de votre passion? C'est une très bonne question, donc je vais commencer. En termes de revenus, on parle revenus, quand même souvent d'inégalité de revenus entre les hommes et les femmes. En fait, si je parle de la recherche, encore une fois, c'est des fonctionnaires, en fait, les chercheurs, ce qui fait qu'il y a une grille quand même, ce qui limite les dérives de différences hommes-femmes au niveau des revenus. Et puis, moi, j'ai négocié mon salaire donc, avec ma formation de Bac+8 qui a été reconnue. Ça n'a pas été non plus évident de négocier parce que dans le privé, avoir une thèse, ce n'est pas toujours bien reconnu dans le sens où en France, c'est quand même beaucoup plus les écoles d'ingé qui vont, les ingénieurs qui vont être recrutés, alors que faire une thèse, c'est pas du tout ça demande pas du tout, on n'a pas les mêmes compétences qu'un ingénieur. C'est même très complémentaire en fait, mais dans le privé, bon, pareil, ça commence à changer un petit peu, mais être reconnu en tant que docteur, c'est pas, ça demande de négocier et de bien faire comprendre en quoi, quelles sont nos compétences, quelles sont nos qualités, et voilà, il faut les faire valoir. Mais je peux aussi dire que je sais que donc avec cette grille dans la recherche, forcément, quand on est chercheur à Brest, la qualité de vie, la vie coûte moins cher à Brest qu'à Paris. Mais j'ai une collègue qui a fait donc une thèse
et 4-5 post-doc et qui se retrouvent avec un salaire qui est vraiment pas forcément supérieur au SMIC à Paris, et bien moi je trouve ça un petit peu révoltant quelque part de pouvoir payer les gens aussi peu cher. Moi j'ai eu la chance dans le privé de, voilà, comme je disais, de pouvoir le négocier, donc voilà, je m'en sors bien. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez répondre maintenant ou sur cette partie-là. Oui, alors à ce moment-là, finissons et puis D'accord. je poserai la question à Scarlett après. Alors, la mer, c'est votre environnement de travail, hein, on peut dire ça. On suppose un environnement qui vous est très cher, presque peut-être une passion. Comment vous voyez notre rapport à la mer d'ici 50 ans? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers selon vous? Oui, il y a des enjeux, mais ils commencent dès aujourd'hui. Donc la mer, si on fait quelques petits rappels sur l'intérêt de la protéger et de mieux la comprendre, donc les océans, ils produisent 50% d'oxygène présent sur Terre. Ils absorbent en fait près de 93% des excès de chaleur qui sont dus en fait aux activités humaines, et c'est un vrai régulateur du climat. On connaît les phénomènes d'acidification des océans qui menacent la biodiversité marine. On connaît aussi les phénomènes de surpêche. Quoi d'autre? Enfin, plein de tous les polluants, enfin, les plastiques dans les océans. Maintenant, on commence à bien comprendre que le rôle de l'océan et toutes les menaces qui pèsent et à quel point en fait cet océan, il faut le préserver pour les hommes, en fait, pour l'humanité. Pour tout ce réchauffement climatique. Enfin, c'est vrai que je pourrais en parler longuement, mais on sait, donc là, en février dernier, il y a eu le One Ocean Summit à Brest, et il y a le traité sur la haute mer, qui n'a pas vraiment... les États ne se sont pas mis d'accord sur un vrai traité au final, mais il y a quand même une volonté de créer comme ça des lois, d'agir. Enfin, les États prennent conscience que voilà, cet océan, il faut le protéger. Donc dans 50 ans, j'espère que tout ça se sera apaisé, qu'il y aura vraiment des lois pour protéger les écosystèmes marins. Et voilà, moi, je suis vraiment contente de faire un peu, de mettre ma pierre à l'édifice sur ces thématiques-là avec Blue Observer. Voilà. Et une dernière question, la même que celle que j'ai posée à Julia. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux femmes qui voudraient se lancer dans le monde scientifique ou de la recherche? De la recherche, c'était une expérience très enrichissante. Donc, je dirais toujours de le faire. Moi, quand j'étais en M2, il y avait des doctorants qui me disaient ne fais surtout pas ça. Bon, je l'ai fait. Et c'était super enrichissant. C'est vrai, comme je disais, c'est dur. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais je dirais que si je pouvais me donner un conseil il y a 8 ans, c'est voilà, de croire quand même en soi, en ses objectifs, en ses envies. Et il faut se lancer. Et la fin, voilà, c'est... comment ? Oui, la fin justifie les moyens, exactement. C'est une aventure qui est très enrichissante et voilà, croire en soi. Bravo pour ce parcours et puis merci pour ce témoignage. On va passer à notre dernière invitée qui est Scarlett Lecor. Alors, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. J'espère que je suis à peu près dans les temps. Vous me faites signe s'il faut que j'accélère. C'est bien, OK. Bon, donc bonsoir Scarlett. Bonsoir tout le monde. Alors vous êtes la première femme marin-pêcheur de France, on peut dire ça? On peut dire ça, disons la première femme qui est partie au devant de la scène aussi, qui est partie parler d'un métier qui n'était, mais alors pas du tout reconnu pour nous, le sexe faible, excusez-moi. Hein, soit dit en passant, sexe fort derrière quand même. Donc, et j'ai eu un parcours qui a été complètement atypique. Parce que déjà, Alors, pour aller en mer, il faut savoir qu'il a fallu que je me suis donné les moyens parce que je suis allée en mer. J'ai dû commencer par batailler contre le mari, contre les parents. J'avais 3 petits-enfants. Parce que moi, je les ai fait toutes jeunes, les enfants. Je les ai fait de 22 à 25. J'ai fait 3 en 3 ans. Donc, après, derrière, donc, il fallait aussi gérer tout ça. Hein, parce que donc, la famille, surtout, j'avais un mari absent parce que j'avais un mari qui à l'époque, était marin du commerce. Il n'était pas encore à la pêche, il était marin du commerce. Donc, il partait 4-5 mois. Donc, vous voyez, ce n'était pas si évident que ça.
Et malgré cela, quand je me suis lancée avec mes propres financements, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé d'argent à personne. J'ai acheté un premier petit bateau. Et quand j'ai fait, on va dire, mes preuves, au bout de 3-4 ans, j'ai acheté un bateau plus gros que j'ai toujours. Et donc, là, je me suis vraiment, ce qu'on peut appeler, me lancer. Mais après, en même temps, je me suis aussi trouvée projetée, élue professionnelle. Donc, les hommes m'ont élue. Je ne sais pas si vous imaginez. Les hommes m'ont élue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit après, ils m'ont dit, oui, mais une femme, ça va au bout de tout. Ça commence par quelque chose et ça finit ce que ça commence. Alors, on savait, quand te confiant le rôle, tu serais allé au bout. C'était déjà pas mal. Hein. Je peux vous dire, c'était pas mal, les filles. Bon, au moins, on avait quelque chose de différent. On savait qu'on pouvait compter sur nous. C'était bien. Et donc, avec ça, je me suis aussi retrouvée. Pourquoi je suis partie? Parce que je fais toujours la pêche. Je fais l'aquaculture à côté. Enfin, je fais les algues. Et bien, quand moi, je me suis retrouvée élue professionnelle, j'ai été élue, mais pour défendre ce qu'on appelle le petit métier, c'est-à-dire les bateaux, 70% des marins français, qui sont sur des petites unités, qui travaillent quelques heures en mer, hein, donc entre 4 et 8 heures de mer par jour, hein, donc avec des petites embarcations le long de nos côtes. Hein, donc, c'est le bar de ligne, c'est les casiers, c'est le homard au casier, c'est le filet à sol, les filets à rouget, hein, donc des métiers côtiers. Mais en même temps, c'est aussi tout ce qui se passe, l'interaction qu'il y a entre la terre et la mer. C'est aussi les bassins versants, c'est aussi les relations avec toutes les autres activités qui sont aussi bien les activités de nautisme, de loisirs, toutes les activités que l'on peut avoir dans cette zone-là, de la bande des 3000, tout le long de nos côtes. Et l'aquaculture. Quand vous allez faire parler de quelque chose, de défendre un métier, mais que vous ne savez pas de quoi vous parlez, et que vous lisez bêtement un texte qu'on vous a écrit avec quelqu'un, je peux vous dire que vous avez plutôt l'air ridicule, hein, que vous soyez homme ou femme, je suis désolée. Hein. Donc là, je peux vous dire qu'on est complètement égaux. Et donc, je me suis dit, moi, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Et donc, j'ai trouvé le moyen de retourner à l'école. Voilà. Donc, j'avais 28 ans quand je suis retournée à l'école faire une formation d'aquaculture. De là, j'ai rencontré un personnage très important qui est resté, qui m'a marqué pour la vie, c'était Pierre Molot. Je ne sais pas si toi. Voilà. Donc, avec Pierrot, alors là, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Cette rencontre a été très, très forte dans le sens où on vient encore d'échanger à l'instant en faisant la route, là, on était en train d'échanger sur un projet, un nouveau film sur le plancton. Donc, voilà, qui va se faire. Hein, donc, il cherchait aussi, comme toi, des gens, des sponsors pour financer le film. Ce n'est pas le tout, mais c'est toujours pareil. Il faut trouver le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Hein, voilà. Donc, avec tout ça, là, on a continué d'avancer. Et donc, d'avancer dans le sens, après, moi, je me suis retrouvée confrontée derrière ça, parce que comme j'ai quand même plus de 40 ans de mer, hein, toute seule en mer, j'ai 40 ans de mer toute seule déjà. Donc, plus des années que j'ai fait avant. Donc, je commence à avoir de la bouteille et puis des rencontres aussi un petit peu dans le milieu de la mer. Et là, derrière, pourquoi je suis partie vers les algues? C'est Pierre Molot, le jour de l'examen, qui m'a dit, il m'a fait appeler le jour de l'examen, et puis il m'a dit, Scarlett, regarde. Il m'a montré les cultures de wakame, puis il m'a dit, tu vois, c'est ça l'avenir. Je suis rentrée à la maison le lendemain, j'étais aux affaires maritimes, je demandais des concessions. Tout de suite. Donc, culture de wakame, c'est ça qui est donc une algue, voilà. Puisque vous n'avez même pas le temps de poser mes questions, que vous avez déjà tout dit. Je vous ai présentée comme première femme marin-pêcheur, mais vous êtes aussi devenue donc une experte des algues et de l'exploitation des algues. Hein, voilà. Donc, du coup, j'ai allié. Alors, pourquoi j'ai fait les deux métiers? Que je suis restée marin-pêcheur et algoculteur. Moi, j'ai un petit bateau. Et je ne sais pas, il y a des personnes sûrement dans l'Assemblée qui nous regardent, qui se rappellent des années 93-94, quand les marins sont partis dans la rue. Bon, je vous signale quand même que je suis à l'origine de ce mouvement-là. On était à 5. On était revenus d'une réunion de Rennes. Et nous, la pêche artisanale, on n'existait plus. On n'existait plus. Donc, en une semaine, on avait levé la France entière derrière nous. Une semaine. Toute la France, tous les marins-pêcheurs le long de toutes les côtes, sur toutes les mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée, on était devenus un seul homme. Je parle toujours en homme, vous voyez. C'est une déformation. Menée par une femme. Et de là, après, l'évolution s'est faite.
que du coup, on a réussi à obtenir des choses, mais si vous voulez, c'était aussi le plan Mélic, avec la casse des bateaux, 40% des marins qui devaient disparaître. Alors donc, il fallait trouver des palliatifs, et c'est là que les cultures d'algues étaient tombées bien, parce que ça permettait à la petite pêche côtière, justement, qui en hiver, on ne peut pas sortir, on vole des jours, moi j'appelle ça voler des jours en hiver avec le mauvais temps, eh ben, on faisait une activité différente, on faisait des cultures d'algues, et en été, on allait en mer quand le temps me permettait. Et en hiver, eh ben, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va en mer en été, et puis l'hiver, quand on a payé nos charges et tout ça, ben, on a un résultat de zéro. Parce que ben, économiquement, nos entreprises, on a du mal à pouvoir les viabiliser, surtout quand le prix du poisson descendait tellement bas qu'on n'avait même pas... C'est pas nouveau. Hein. Là, il y a le prix du gasoil qui a impacté les salaires des marins. Mais il y a 30 ans, 40 ans, il y avait d'autres critères qui faisaient qu'on se retrouvait dans des situations très difficiles et très délicates, surtout que nous, on n'a pas un revenu fixe. C'est vraiment un revenu qui est en dents de scie. Alors, moi, je dis toujours que sur une année, on arrive à faire notre salaire. Mais on peut rester des fois 6 mois sans gagner un centime. Il faut savoir. On n'a pas un revenu régulier, ça ne tombe pas tous les mois. Est-ce que, donc on a dit en introduction que le monde des marins-pêcheurs était quand même encore très masculin. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, vous, en tant que femme, pour vous faire votre place dans ce milieu? Si je vous raconte des anecdotes, vous allez bien rire. Parce que donc la réponse est oui. J'en ai rencontré des trucs, mais c'est même pas imaginer. On ne peut même pas penser que ça puisse imaginer. Aujourd'hui, je pense que ça se passerait peut-être autrement. Alors, en plus, comme j'étais... Alors, donc, j'avais une expression, marteau de bronou. Alors, pour vous, ça ne veut rien dire. C'est en breton, ça veut dire... comment je dirais ça une femme, quoi, elle a des seins. Donc, c'était un marin avec des seins. D'accord. Donc, c'était le truc qu'on me disait derrière le dos, par exemple. Vous voyez, hein, donc, pour être gentil, hein, parce que en dessous de la ceinture, ça volait aussi. C'était très... Voilà. Donc, ou vous n'entendiez pas, ou vous rigoliez bêtement avec eux, parce que c'était le meilleur moyen de faire passer la pilule que de se braquer, parce que si on se braquait, alors, ça me donnait à cœur joie. Donc, on rigolait avec eux, puis du coup, ça calmait tout le jeu. Hein. Ça y est. Ils ne disaient plus rien après. C'est marrant, d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà pensé à renoncer? Jamais. Jamais. Quand j'ai dit que je voulais aller en mer à mes parents, quand j'étais petite fille, on m'a dit les filles ne vont pas à l'école de pêche. J'ai continué les études. On m'a dit de continuer, donc j'ai continué. Je voulais faire ce que tu as fait. On m'a dit si je ne peux pas aller en mer, je vais aller faire de la recherche dans les océans. J'étais une passionnée. Et donc, du coup, c'est arrivé à 18 ans que ma vie a complètement bifurqué à cause d'un 4 en maths. J'ai eu un 4 en maths, moi qui avais toujours 18 ans en maths, là j'ai un 4 en maths. Je ne l'ai pas digéré. Puis en plus, je me suis pris une engueulade avec le professeur de mathématiques. Ben, moi, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie de l'école. J'ai recommencé l'école après, mais je suis partie de l'école. Voilà. Donc, mais je ne regrette pas. Parce que je me dis, il m'a peut-être donné je dirais vulgairement, le coup de pied au derrière qui m'a permis d'évoluer dans un monde complètement différent, de me réaliser moi-même et de foncer. Et de faire ce que moi j'avais envie de faire et pas ce que les autres voulaient que je fasse. Alors, je pense que pour que ce soit Claire ou bien que ce soit Julia, je pense qu'elles aussi, c'est un petit peu le ressenti. Elles ont fait ce qu'elles avaient envie, elles, de faire et pas ce que les autres voulaient qu'elles fassent. Elles se sont battues pour obtenir ce qu'elles voulaient. C'est un métier marin-pêcheur qu'on imagine quand même dur physiquement. Il fait froid, il faut se lever très tôt, on est dans l'humidité à longueur de temps. Est-ce que ce n'est pas plus dur pour une femme? Les femmes sont plus résistantes que les hommes. Regardez ce qu'une femme fait. Un homme, notre cerveau déjà n'est pas pareil. Alors, on ne peut pas demander à un homme ce qu'une femme peut faire, même qu'il veut, même qu'il ait plein de bonne volonté. Mais on a besoin d'eux. Moi, les hommes, c'est sacré. Hein. Moi, je ne vais pas dire du mal des hommes, mais disons qu'on est, vous savez, on se complète. On est différents. Moi, je ne vais pas jouer les gros bras. Hein. Ce n'est pas mon truc. Comment vous faites alors sur un bateau quand on a besoin de force physique? Il y a l'hydraulique qui est là, attends. Il y a tout. Moi, j'ai dit que je pouvais aller jusqu'à 95 ans. Hein. Mon mari a dit qu'à 95 ans, avec 2 cannes, je serais toujours là. Mais avec la technologie aujourd'hui, bon, si, il y a encore des efforts physiques à faire, mais on est quand même beaucoup, beaucoup aidé. Hein, bien que j'ai travaillé physiquement, ça fait 4-5 ans seulement que j'ai vraiment modernisé avec l'hydraulique sur le vire-filet, par exemple. Hein, mais c'est pas, pour moi... Bon, mais j'ai la carrure aussi, hein, même si je ne suis pas bien grande. Vous pouvez nous rappeler votre taille?
1m50, 52, exactement. Vous avez la carrure, comme moi. Et est-ce que je peux vous demander votre âge? Est-ce que je peux vous demander votre âge? Alors, je vais dire, je suis née en 55. Alors, vous faites le compte, j'ai 67 ans. Et alors, une journée type de Scarlett Lecor, ça ressemble à quoi? Lever 4 heures, 5 heures au haut de pêche, rentrer au port vers 9h30, 10h, le marché, 13h à peu près à la maison, 13h30. Bon, souvent, il faut courir, parce qu'à 14h, il y a de nouveau animation culinaire. Donc, parce qu'il y a plusieurs ateliers, il y en a tous les jours une animation différente. Autour des algues? Autour des algues. Il y a des sorties estrans, il y a les ateliers de cuisine, il y a les informations sur les algues. Pourquoi c'est intéressant de manger des algues? Pourquoi manger des algues alimentaires, hein? Donc, c'est un petit peu toutes les questions. J'essaye de répondre aux questions et à la demande. Donc, il y a tous les jours, plus les écoles, plus tout ça. Et après, il y a aussi les préparations. Il y a aussi parce que tout ce que j'ai créé, tous les produits que je fais sont complètement innovants. Hein, c'est des choses comme la nature donne. Chez moi, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de rajout. C'est vraiment comme la nature donne, hein, donc avec les algues et le poisson de pêche. Et donc, tout ça, aussi, il faut les faire, il faut les fabriquer. Donc, on ne s'ennuie pas, mais là, maintenant, je m'oblige à finir à 20h tous les soirs, quand je n'ai pas une conférence derrière. Bon, mais ce soir, vous serez rentré chez vous à 20h. Normalement, je suis invitée à manger. Bien donc je vais tassé. quand même aller manger. On m'a mis de côté ce qui restera. D'accord. Alors, je reviens à la place des femmes dans le monde de la mer. Aujourd'hui, de votre regard, comment est-ce que ça évolue, la place des femmes dans le monde des marins-pêcheurs? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que la nouvelle génération de femmes s'y intéresse plus que la génération d'avant? Ça, certainement. Les filles ont envie de venir en mer. Je rencontre des jeunes femmes qui viennent donc à l'école de formation maritime, donc l'école de pêche au Guilvinec. Et on en a aussi, vous savez que depuis qu'on a mis un BTS pêche, automatiquement, ça a attiré aussi d'autres femmes parce que on va aussi chercher dans le... C'est pas seulement les gens issus du milieu maritime ou bien qu'on fait des formations initiales, on prend même des personnes qui viennent de complètement extérieurement, qui ont fait d'autres bacs complètement différents. Hein. Et j'ai rencontré, donc il y avait une jeune femme qui venait de Lyon, je crois, une autre qui venait du Lot, une autre qui venait de... Donc, on a des jeunes femmes qui sont intéressées parce qu'ils savent qu'en sortant d'un BTS pêche, de toute façon, elles ont du travail, déjà. Mais là, il y en a 2 cette année au Guilvinec, à l'école de pêche en BTS, justement, qui ont vraiment cette fibre, cette passion de la mer et qui ont vraiment envie d'y réussir. Enfin, 2, c'est pas beaucoup, ça reste quand même... Ça reste, mais oui, mais par rapport au nombre de gars qui sont avec elle et qui vont rester dans le milieu marin, je peux vous dire que ça fait 50%. Voilà, c'est ça le truc. Parce qu'il y a beau y avoir, c'est des formations avec 16 personnes dedans, hein, là, et sur les 16, si vous en avez 4 qui restent dans le monde de la pêche, c'est comme dans le monde agricole. Aujourd'hui, il y avait l'espèce, il y avait l'Arctique. C'est pareil, quoi. Tous nos métiers manuels, on a beaucoup de mal. Moi, je dis, vous savez ce que je dis aujourd'hui? Je dis que l'avenir de la pêche, c'est les femmes. Parce qu'elles ont une autre vision du monde. On a ce que défend Claire, c'est aussi le ressenti pour que la pêche perdure. On veut que la pêche perdure, qu'on puisse pêcher. Donc, on va faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait. On va travailler plus finement. On va pas être des grosses brutes. On a un autre... Moi, je ne travaille pas... Comment? Ça fait réagir les grosses brutes. Attendez. Moi, vous savez que jusqu'en 2017... moi, je suis désolée, au Guilvinec, je faisais tellement d'ombre parce que je faisais 1m52, que j'allais en mer, que je pouvais faire le travail d'un homme, qu'on voulait que je dégage de la ville du Guilvinec. Attendez, il faut quand même le savoir, quoi. La mairie avait dit qu'ils attendaient que je ferme ma porte. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce que pour la caricature du marin, c'était l'homme grand 1m80 minimum, avec des épaules comme une armoire à glace, qui était capable d'aller en mer, quoi. Vous avez prouvé le contraire. Alors, vous comprenez bien que moi, je faisais un petit peu de tâche dans tout ça, quoi. Et puis alors, ils ne comprenaient pas que c'était toujours de moi qu'on parlait et puis pas d'eux. C'était un peu embêtant. Alors, quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans le monde des marins-pêcheurs? De continuer, de persévérer, mais de ne pas lâcher prise. De faire ce qu'elles, toujours, de ne pas écouter leur cœur, de faire ce qu'elles ont envie de faire. Parce qu'elles y arriveront. Si elles veulent, elles y arriveront. Après, regardez, vous avez 2 là. Hein?
qui ont fait des métiers près de la mer, avec la mer et tout. Et elles se sont battues. Parce que moi, je peux vous dire que pour arriver où elles sont arrivées, eh ben, elles se sont battues. Parce que même qu'elles ont 30 ans aujourd'hui, hein, que moi, j'en ai un peu plus, eh ben, c'est toujours le même combat. On est toujours obligé de se battre. Il faut toujours prouver qu'on est capable. Un homme, on ne lui demande pas de prouver qu'il est capable de faire. Nous, il faut tous les jours qu'on démontre qu'on est capable. Même moi, aujourd'hui, il faut que je démontre que je suis capable. On est toujours en train de surveiller le moindre petit truc qu'on puisse faire. Le pas de travers, là, tout de suite. Donc, vous avez un peu devancé ma dernière question, qui était de vous demander si vous aviez une préoccupation à partager avec nous sur la place des femmes dans le monde de la mer ou sur l'avenir du secteur. Alors, vous êtes plutôt connaisseuse de la pêche et des algues, mais... Il y a beaucoup de choses à faire. Les femmes ont justement un rôle, moi je pense que dans les années à venir, c'est les femmes qui auront le rôle le plus important, parce que c'est elles qui vont amener, on va dire, la régulation, l'équilibre entre ce monde d'hommes que sont les marins, mais aussi après, elles préservent aujourd'hui davantage la qualité de vie, la famille, en même temps qu'elles veulent aussi développer. Elles ont envie de faire ce métier-là. Je vais rencontrer prochainement une personne que j'ai vue l'autre jour dans le journal, avec qui j'ai pu avoir les contacts, hein, qui s'appelle donc Madame Thomas, Sandrine Thomas à Lorient, qui vient de prendre un bateau, qui se lance, qui a 40 ans. Et j'espère de tout cœur qu'elle va réussir, qu'elle va percer, quoi. Donc, parce que c'est pas le tout. Déjà, un premier pas, elle a réussi à avoir des financements parce que le bateau qu'elle a acheté, ce n'est pas un bateau à 10 000 €. Hein. Donc, il va falloir rembourser le bateau. Donc, il faut qu'elle puisse travailler, hein, et puis qu'elle puisse ramener du poisson à terre pour payer ce bateau-là, quoi. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour un homme comme ce n'est pas évident pour une femme d'être chef d'entreprise aujourd'hui, que ce soit sur un bateau de pêche ou ailleurs. Mais je lui souhaite vraiment de réussir, comme je souhaite à toutes les jeunes femmes qui se lancent aujourd'hui, de pouvoir réussir dans le métier qu'elles ont envie de faire. Et vous les encouragez à être tenaces comme vous l'avez été. Alors, moi, je vais vous dire que pour ma défense, moi, j'avais un papa qui était né en 1915. Il avait 40 ans déjà quand moi, je suis née. Et il nous a élevés, parce que j'ai encore une sœur et un frère derrière moi, en nous disant toujours, une femme ne doit jamais dépendre d'un homme. Donc, toujours avoir votre autonomie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, en 1962, il a dit à ma maman, va apprendre à conduire. Elle a été la première femme dans tout le pays à apprendre à conduire. Il n'était pas question qu'elle ne... Non, apprendre à conduire tout de suite. Peut-être en avance sur son temps. Alors, très en avance sur son temps. Et donc, j'ai la chance peut-être d'avoir un petit peu ce truc de vision, d'aller de l'avant toujours. Et une dernière question un peu plus légère pour terminer. Est-ce que vous avez une recette à base d'algues alors à nous proposer pour notre prochain apéro? Alors, moi, je mange des algues à mon petit déjeuner depuis 35 ans tous les matins. Je ne consomme plus de lait de vache parce qu'ils ne m'aiment pas. Hein. Donc, le lait de vache, c'est-à-dire fromage et tout ça, alors que j'adore, mais ils ne m'aiment pas. Je ne peux pas. Hein. Il n'y a que le chèvre et brebis que je peux manger un petit peu. Voilà. Donc, j'ai remplacé mon calcium avec des algues. Donc, les algues, c'est riche en calcium? Ah oui, calcium directement assimilable par l'organisme. Donc, parce qu'il y a le magnésium avec. Donc, voilà, c'est mon petit déjeuner tous les matins. Donc, c'est peut-être ça la recette, j'en sais rien. D'accord. Mais pour l'instant, je souhaite à tout le monde d'être comme moi, c'est de dire qu'il n'y a plus de boire, mais bon, pas avoir mal nulle part, de se lever le matin en sautant des pieds, sur les deux pieds, là, on est parti, puis ça y est, on va... 67 ans. Jusque-là, voilà. Hein, voilà. Bon. Puis la vie est belle. Donc, vous avez compris la leçon. Merci beaucoup, Scarlett. Alors, on peut peut-être prendre quelques... Alors, il y en a quelques-unes à distance, mais peut-être dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà? Eh bien, on va commencer par les distances. À distance. Alors, pour Julia, on parle souvent de la solidarité en mer, y compris pendant les courses. Est-ce que c'est valable aussi pour les femmes? Je pense que c'est un peu variable selon les compétiteurs. En tous les cas, nous, on a des bons copains qui faisaient la course avec nous et qui nous envoyaient des petits mails de soutien alors qu'ils n'étaient pas vraiment dans une situation plus favorable que nous. Mais oui, je pense que oui. Et récemment, j'ai fait des courses en mini. Du coup, c'est un peu différent. Il n'y a pas de communication par satellite et c'est uniquement par VHF et il y a beaucoup d'entraide. Et je pense
qu'on soit des femmes ou non, tout le monde s'entraide de la même manière. Alors, toujours pour Julia. On sait que les participations aux courses sont très liées aux sponsors. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme pour trouver un sponsor, mais est-ce que aussi un sponsor peut peut-être plus s'engager si c'est une femme qui est skipeuse pour des raisons justement d'engagement? Alors, je pense qu'il y a des raisons médiatiques pour lesquelles, pour un sponsor, c'est quand même favorable d'être une femme, dans le sens où l'image véhiculée est quand même intéressante. Il y a peu de femmes, donc on est souvent plus médiatisé. Après, souvent, les budgets alloués aux femmes sont un peu plus faibles et on a moins accès à des projets d'envergure. Alors, est-ce que c'est de notre faute ou de la faute des partenaires? Je ne sais pas exactement, mais sûrement un peu des deux. Alors, pour Scarlett, je ne sais pas si ça a été précisé, mais comment avez-vous fait pour faire garder vos enfants au début si vous étiez en mer avec votre mari aussi? J'avais une maman et un papa qui, comme je vous ai dit, j'avais 40 ans quand... Mon papa avait 40 ans quand je suis née, mes parents étaient arrivés à la retraite et ils ont accepté de garder mes 3 enfants et les 3 enfants de ma sœur. Voilà. Donc, les 6 ont été élevés ensemble. Donc, ce n'est pas des cousins, ce sont des frères et sœurs. Voilà. Mais c'était la chance d'avoir des parents et d'avoir une famille très soudée et proche. Alors, c'est une question peut-être pour vous 3. Attendez, je retrouve. Comment les moyens techniques en mer vous permettent de garder le lien familial à terre? C'est bien pour vos conjoints ou vos enfants, choses comme ça. Comment tu peux... Alors, en course, on a des communications satellites qui permettent d'être reliés à la Terre. Par contre, on communique vraiment un minimum. Donc, en fait, on n'a pas accès du tout aux réseaux sociaux, genre WhatsApp, Instagram. En fait, c'est quelqu'un qui gère pour nous. Ça coûte très cher, donc on envoie uniquement les images de communication importantes. Et on a WhatsApp sans les images. Et par contre, un WhatsApp spécial pour ne pas être trop pollué, où seulement quelques proches ont le numéro de ce WhatsApp. Après, on communique quand même grosso modo assez peu. Ouais, sinon d'autres, si vous voulez répondre, pour vous, peut-être même si vous partez moins loin en mer. Moi, je n'ai pas cette chance de partir en mer. Donc, mais bon, le bateau, c'est exactement comme toi. Hein, c'est des connexions avec un nombre limité de gigaoctets et pareil, communication limitée. Donc, c'est exactement comme ce que tu viens de dire durant les expéditions. Et ça coûte très cher aussi. Donc, c'est un sacré budget. Donc, ouais, comme Julia. Pour nous, à terre, ça ne pose pas de problème. Le téléphone portable, pas de souci. Et puis moi, c'est surtout l'oublier. Le téléphone dans la passerelle. L'oublier. Tout à l'heure, Julia disait que les hommes n'étaient pas forcément machos dans la compétition au large, que les marins pêcheurs étaient plus machistes. Qu'est-ce qui explique cette différence de vision entre vous deux, entre vous? Alors, je peux répéter si vous voulez. Donc, tout à l'heure, l'une d'entre vous a dit que le monde de la voile ou de la course au large n'était pas particulièrement macho, ça devait être Julia. Et par contre, on a vu avec Scarlett que le monde des marins-pêcheurs, par contre, il y avait encore du boulot. Comment expliquer cet écart entre ces deux univers? D'un côté, il semblerait que les femmes puissent faire leur place plus facilement que de l'autre. Le métier de marin-pêcheur, à la différence du voileux, on ne peut pas comparer ces deux mondes complètement différents, même si on est sur les mêmes éléments. Le métier de marin-pêcheur, c'est quand même un métier physique. Il ne faut pas oublier que les caisses de 50 kilos, il faut les soulever. Il faut déplacer les choses. Les gens sont en train de travailler. Imaginez, je ne sais pas, je vais vous prendre l'exemple d'un maçon avec les briques. Vous savez qu'il doit monter le mur, qu'il faut soulever toutes ces briques et tout ça. Un marin fait ça, mais en plus sur quelque chose qui bouge, qui est tout le temps en mouvement.
Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup du fait que c'est le métier qui veut ça, je pense. C'est le métier, parce qu'il y a le côté physique qui reste quand même très important. Donc, ça reste beaucoup à la voile aujourd'hui. Il y a aussi, ça a complètement changé de l'époque de Tabary. Hein. Il y a une évolution aussi dans le monde de la voile. Il y a beaucoup de choses qui ont été, même s'il faut encore hisser les voiles, si on va mettre, c'est beaucoup de techniques, beaucoup de technologies. Nous aussi, on est beaucoup aidés, mais il y a encore beaucoup de travail physique, encore beaucoup de travail physique. Je pense que c'est ça. Et puis, c'est aussi peut-être, je dirais, la culture générale. Oui. Hein, il y a aussi cette évolution. Il y a beaucoup de marins qui, malheureusement, vous savez, longtemps chez nous, vous savez comment nous appelions l'école de formation maritime? L'école des Indes et mulets. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'était des personnes qui qui étaient en ce qu'on appelle aujourd'hui en échec scolaire. Et malheureusement, on retrouve toujours à l'école de pêche les jeunes en situation dite d'échec scolaire. Ça ne veut pas dire des jeunes pas intelligents, hein, parce que moi j'en ai eu des surdoués, des gamins surdoués qui étaient à l'école de pêche avec des zéros. Ils avaient des zéros, ils étaient considérés comme des nuls. Et quand je voyais le truc, je me dis, mais attends, c'est pas possible, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Parce que même ça, j'ai fait accompagner des jeunes pour les remettre dans des circuits différents pour trouver les bonnes personnes par rapport à leur formation. J'ai vu des jeunes arriver qu'on avait mis à l'école de pêche qui n'avaient rien à y faire. Rien à y faire. Et puis qu'ils ont retrouvé des vies normales aujourd'hui. Des vies normales, intégrées dans notre société avec des formations et ils gagnent très très bien leur vie. Mais ils ont été réorientés. Et ça, moi, je trouve que c'est dommage, quoi. Parce qu'ils viennent, je ne les vois pas tous, je vois les stagiaires qui viennent chez moi. Hein, mais bon, ça me fait mal au cœur, quoi. Des fois, j'ai vraiment mal au cœur. Pour certains que je ne peux rien faire, eh ben, ça me rend vraiment malade. Je prends un cœur. Parce que je suis une femme aussi, puis une maman, puis une grand-mère. Tempérament très engagé aussi, on a cru comprendre. Quand je vois quelque chose, les injustices, je ne peux pas supporter. Je ne supporte pas l'injustice. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il reste d'autres questions, Jérôme. Ah oui. Non, je pense qu'une partie de la réponse, je suis d'accord avec ça. Effectivement, je pense que c'est des milieux très différents. Après, pour ce qui est de la voile, du coup, je peux un peu plus répondre. En fait, sur les séries d'accès, des petits bateaux, par exemple, là, j'ai navigué, du coup, je le disais tout à l'heure, en mini. C'est assez facile physiquement. Et il y a beaucoup de femmes qui en font. Plus la taille du bateau augmente et moins il y a de femmes. En fait, déjà, physiquement, c'est beaucoup plus dur. Effectivement, les conditions sont difficiles, mais je ne pense pas que ce soit un facteur explicatif. Ça reste très dur physiquement, mais le machisme se ressent sûrement moins. Parce qu'au final, l'accès est tellement restreint que c'est quand même grosso modo que des femmes qui ont déjà fait leurs preuves. Ouais. Ça, je pense. Bon, merci Julia. Alors après, ce n'était pas forcément une question, mais plutôt une réflexion. Scarlett, votre engagement, votre franc-parler est bon à entendre et mériterait d'être davantage répandu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Sinon, on peut donner la parole à Fabienne pour la conclusion, sauf si l'une d'entre vous souhaite peut-être rajouter quelque chose. On pourra de toute façon après continuer la discussion autour d'un verre. Non, pas d'autres questions? Donc, alors je donne la parole à Fabienne pour la conclusion. Je te laisse prendre ma place peut-être. Normalement, ça marche toujours, je pense. Mon petit micro marche toujours, c'est ça? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc, il faut que je continue à regarder là, je pense. Alors, je peaufine souvent mes intros et les conclusions. Je me dis, généralement, il n'y a pas le temps de les faire. Donc, non, moi, je suis assez épatée. J'ai envie de dire déjà mission accomplie parce que notre objectif, c'était de mettre en avant 3 parcours de femmes inspirantes. Je pense qu'on a atteint notre objectif. Voilà, je trouve qu'on a eu 3 femmes épanouies. Le vocabulaire est assez positif, assez énergique. J'ai noté plein de les questions de. Hop, sur mes petites notes là.
il est question d'être énergique, d'être passionné, de foncer, de persévérer, de se battre. Voilà, je trouve qu'on sent la niaque des trois femmes. C'est peut-être ça finalement ce qu'on peut retenir. Et donc, moi, je ne sais pas, mais ça redonne aussi la pêche. Alors, je ne suis pas du tout au même niveau, mais je trouve que ça donne de l'optimisme pour nous. Parce que j'étais un petit peu au début, quand on a discuté, là, j'étais un petit peu défaite de me dire que finalement, ça n'a peut-être pas tant évolué que ça. Mais je me dis qu'avec des femmes comme ça, on va forcément faire bouger les choses. Donc, on mériterait de faire davantage de mutuelles et que ça soit davantage sûrement partagé, écouté. Donc, en fait, je vous propose de refaire le mutuelle toutes les semaines jusqu'à ce qu'on ait atteint nos objectifs. Un grand merci à toutes les trois et puis au public qui nous a accompagnés. Merci beaucoup. Eh bien, allons partager le verre de l'amitié, comme on dit, parce qu'on est bien dans le timing, ça, pour ça, hein, les Brestois. Sur ce côté-là, on est bon aussi. Oh, 19h20.